Nicolas Auger, qui est chef d'entreprise, installé à l'Agropole. Vous dirigez une entreprise qui s'appelle la Panacée des plantes, c'est cela? Exactement. On a eu l'occasion de faire connaissance ensemble cette nuit, vous voyez, parce que j'ai passé pratiquement la nuit sur Internet grâce à vous. J'ai découvert l'étendue de votre action, de votre entreprise, de votre savoir-faire, avec effectivement votre site e-commerce. On aura l'occasion d'en parler. Passionnant parce qu'il est très bien structuré, très ludique. Il renferme une multitude de renseignements très utiles pour les gens qui sont attirés par la phytothérapie. Vous nous en parlerez. Pour avoir été un grand malade, je connais donc bien vos produits, puisque lorsque vous créiez votre entreprise en 2007, moi je me faisais soigner. Donc c'est une façon aussi de remercier Stéphane de m'accueillir sur ce Numérique Day, puisque depuis 5 ans je n'avais pas repris le micro, tu vois. On va vous laisser parler un petit peu de votre entreprise. Vous êtes un quadra bosseur, vous avez 3 enfants, donc vous avez déjà préparé un peu la succession, vous avez voyagé cette nuit, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre entreprise. La parole est à vous. Merci. Donc, je me représente, Nicolas Auger. J'ai une société qui fabrique des produits biologiques à base de plantes, de fruits. Donc, on distribue les produits aujourd'hui sur plusieurs réseaux, des multi-réseaux, puisqu'on a la grande distribution sur une marque qui s'appelle Nature Attitude. Des magasins spécialisés, donc avec la marque Fructivia. On retrouve aussi nos produits un peu en pharmacie. Et puis on a bien sûr, d'où le thème, un site marchand qui représente chaque année entre 250 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est des petits soucis d'ordre technique. On demandera à Gilles la prochaine fois de nous mettre des piles au micro. Donc cette entreprise, vous l'avez lancée il y a 7 ans. On disait tout à l'heure, j'avais aimé une petite phrase que vous avez citée lors d'un interview dans la dépêche. Effectivement, c'est compliqué de monter une entreprise, il faut aller chercher de l'argent, il faut convaincre les banquiers. J'ai bien aimé quand vous disiez qu'il fallait convaincre la famille, les amis et son épouse, parce que c'est vrai que diriger une entreprise aujourd'hui, c'est du boulot. Je connais votre capacité à travailler. Et c'est vrai que si on n'est pas bien entouré, c'est compliqué. Vous avez donc combien de collaborateurs autour de vous et comment vous êtes structuré à ce niveau-là? Oui, juste pour dire, bien sûr qu'il faut convaincre tout le monde, son épouse. Alors il y a 7 ans de ça, c'était très difficile. Aujourd'hui, heureusement, elle est là parce qu'elle soutient tous les jours l'activité, on va dire, notamment dans son travail, mais aussi la partie un peu psychologique, puisque c'est quand même compliqué pour le rappeler. Entre-temps, quand j'ai décidé de créer, je n'avais pas d'enfants, je n'avais pas pensé en avoir, et bon, j'ai eu 3 enfants. Donc les enfants étaient plus rapides que la progression de l'entreprise. Maintenant, l'activité même, donc nous sommes 9 salariés actuellement, l'entreprise, enfin 8 plus moi, puisque moi je ne compte pas comme salarié même si je travaille. On est monté jusqu'à 13, volontairement j'ai rediminué, puisque vous savez, le salarié ça a un coût. Donc pour pouvoir améliorer les marges, j'ai dû tout simplement diminuer le nombre de personnes. On fait maintenant 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, et c'est-à-dire probablement un atterrissage entre 1,7 et 2 millions d'euros. J'ai des nouveaux contrats en cours. Donc c'est plutôt assez favorable pour moi, puisqu'on affiche entre 15 et 20% de croissance sur donc, le chiffre d'affaires proprement dit, sachant qu'on a dû proposer des prix un peu moins importants, c'est-à-dire que la croissance en chiffre d'affaires est moins importante qu'en volume. Vous êtes venu essentiellement nous parler d'e-commerce. Donc on disait tout à l'heure que dès le départ, lorsque vous créez votre entreprise, en même temps vous vous lancez dans le e-commerce, certainement pour faire ces fameux référencements et faire connaître vos produits. Alors c'est quelque chose de pas évident. Alors ce que c'est sûr, c'est qu'encore cette nuit, j'ai pu voir que vous étiez fort bien référencé. Et lors de votre arrivée, je vous ai demandé, j'ai dit, mais c'est un travail colossal. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre expérience justement dans ce domaine?
Alors, il faut savoir que le site qu'on a aujourd'hui, donc on est en 2013, on a commencé ensemble avec Stéphane en 2007, je pense, peut-être novembre 2007, je crois. Donc ça fait 6 ans sûr, maintenant révolu. Ça compte dans le référencement, hein, le temps, parce que c'est du temps, bien sûr, dans les moteurs de recherche, mais c'est aussi du temps de travail. Donc, la vision n'est toujours pas très claire au départ quand on veut faire un site marchand, puisque, bon voilà, on se dit, surtout quand on crée une entreprise, on veut vendre des produits, on va créer un site, hop, ça se monte tout seul, quoi. Ça, c'est le rêve de tout le monde, mais ça ne marche surtout pas comme ça. En plus, bon, forcément, j'ai fait des études, pas mal d'études scientifiques, donc j'avais, au départ, voulu mettre une approche très scientifique dans le site, donc notamment en termes de contenu. Donc c'est une idée que j'avais, que j'ai gardée par la suite, mais je dirais que Stéphane m'a très vite dit « Ah ben non, je me souviens avec un système de flash où je voulais faire apparaître donc des choses qui n'étaient pas forcément très utiles. » Alors tout ça pour dire, c'est que avec du recul, il faut déjà avoir une stratégie. C'est-à-dire poser la question qu'est-ce qu'on veut faire exactement, et puis surtout qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans 3 ans et dans 5 ans. Alors, on fait pour toutes les entreprises, mais il faut aussi le faire pour un site. C'est-à-dire que si j'aurais fait ça dès le départ, j'aurais gagné du temps. Tout simplement, c'est qu'au départ, je me suis dit, je vais faire un site. Après, j'ai dit, je vais faire un peu de contenu. Et j'ai rajouté du contenu encore avec différents modules supplémentaires. Puis aujourd'hui, on va dire 6 ans après, avec Stéphane, pour parler, ça prend un peu de temps toujours sur la technique, mais pour faire une place de marché, transformer un peu notre boutique aujourd'hui. Donc 6 ans après, on repart sur un nouveau métier qui est un peu différent. J'ai déjà maintenant, par contre, je me suis déjà dit, qu'est-ce que je vais faire, quelles sont les étapes suivantes. C'est-à-dire que j'ai déjà projeté comment va devenir le site dans 3 ans, quelles vont être les évolutions. Et ça, c'est une chose que l'on ne fait jamais. C'est-à-dire, je pense, si on pose la question, personne ne fait quelle évolution va avoir le site et qu'est-ce qu'il faudra faire et jusqu'où peut-on aller. Je voudrais revenir sur ce que vous dites, Nicolas. C'est vrai que trop de gens démarrent le e-commerce en disant on va essayer. Et il ne faut surtout pas commencer en disant on va essayer. On n'ouvre pas une entreprise en disant on va essayer. On y va ou on n'y va pas. Et en effet, Nicolas, vous avez raison, il faut toujours voir plus loin, se projeter à 3-5 ans comme une entreprise, montrer une stratégie de développement. Et c'est l'erreur que tout le monde fait de on essaye. Il ne faut surtout pas essayer, il faut se donner les moyens de suite et aller droit au but, parce que de toute façon le e-commerce coûte trop cher. On va reparler de la rentabilité et tout ça, et Nicolas est super bien placé pour nous en parler. Oui, donc je reviens, j'insiste bien, c'est vraiment la stratégie qui est importante, et vraiment se dire, même si on rêve, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 3 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, est-ce qu'on va intégrer tel type d'outils, est-ce qu'on a envie commercialement de vendre tel produit, jusqu'où on peut aller. Il faut vraiment arriver à répondre à ces questions qui sont forcément difficiles. Mais c'est important parce que la structure du site dépend de ce qu'on met à chaque fois. Et puis on le voit aujourd'hui sur le site que nous avons, ça commence à être compliqué de toujours ajouter. On commence à avoir un puzzle, un vrai site bien structuré. Même si, vu du visiteur, il paraît très structuré, mais la partie, mais là c'est vrai qu'il peut mieux en parler, la partie code HTML, moi c'est compliqué aujourd'hui parce que c'est quand même toujours des morceaux qu'on rajoute. On parlait à l'instant donc du coût, en fait, c'est-à-dire combien ça coûte de développer un site internet. En fait, tout le monde se dit, moi le premier, développer un site et on va vendre des produits. Et malheureusement, ça ne se vend pas tout seul. Développer le site, c'est ce qui coûte surtout pas cher. Bon, il suffit d'aller voir LibreSense, par exemple, ils nous font un devis, voilà, ça coûte quelques milliers d'euros. Franchement, ça ne coûte pas très cher. Le problème, c'est le coût d'acquisition de clients. C'est-à-dire combien il va falloir qu'on dépense à chaque fois pour avoir un nouveau client, pour déjà faire connaître le site, et pour pouvoir après lui vendre quelque chose. Cela veut dire, ça fait appel à plusieurs choses. Comment on fait pour aller chercher les clients. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des interventions sur cette partie-là, mais tout ce qui est l'utilisation d'AdWords sur Google, par exemple, pour avoir des clients, le travail du référencement par les pages, et ça, forcément, ça a un coût financier, mais aussi un coût de temps, c'est très chronophage. Mais c'est aussi utiliser d'autres voies que l'Internet classique, c'est-à-dire faire de la publicité dans les journaux, par exemple. Ça va amener des clients.
Et des fois, si on se pose la question, une page qui coûte 1000 euros, 2000 euros, hein, c'est le plus classique, hein, peut-être sur 50%. Ça peut coûter parfois moins cher repasser par le traditionnel de la page papier qu'aller chercher du mot-clé par le Google AdWords. Parce que le coût de fois du mot-clé devient trop important, trop exorbitant. Alors Nicolas a tout à fait raison. Le gros problème d'aujourd'hui, des gens qui veulent monter un site d'e-commerce, et j'en reçois beaucoup, ils viennent me voir, je leur fais le devis pour le site de e-commerce, il y en a pour peu importe, disons 10 000 euros, les gens vont voir leur banquier, ils demandent 10 000 euros. Voilà, je vais donner des et ils oublient que la boutique, il va falloir la faire connaître. Donc mettre en place un budget publicitaire, qui est évidemment bien plus onéreux que la structure d'un site web. Un exemple, pour remettre tout ça dans la vie réelle, c'est comme les gens qui travaillent sur le boulevard de la République, ils ont investi dans une boutique physique. Ils ont pris un architecte, ils ont fait la décoration, ça leur a coûté 10 000 euros, comme la fabrication du site internet. Par contre, naturellement, dans le commerce traditionnel, on va s'acheter la petite page dans le petit bleu pour communiquer. Il y a plein de gens sur internet, ils pensent que ça s'arrête à la création du site web. Et c'est là où arrivent tous les échecs. Et je donne souvent l'exemple aux gens, Mythique. Mythique est une success story. Donc Mythique, c'est quoi? C'est on ouvre un site internet. Alors je ne sais pas combien il a coûté techniquement, on s'en moque, mais en attendant, le site était totalement gratuit pour tout le monde. Personne ne payait. Les filles, les garçons, personne ne paye. Et pendant un an, dans Paris, Mythique met des 4x3 partout. Des millions d'euros, des millions d'euros. Et au bout d'un an, le modèle économique commence à prendre forme. Et là, on commence à faire payer les garçons. Mais en attendant, on s'est acheté un site. Et on a fait des millions d'euros pour acquérir des futurs clients. Voilà pour faire la comparaison. Et des exemples, on pourra citer beaucoup, hein, puisqu'on parle de Twitter en ce moment, qui sont toujours à la recherche du modèle économique, qui ont fait l'entrée en bourse, plusieurs milliards d'euros d'actions qui ont été émises à ce jour, et qui n'a toujours pas de modèle économique et qui n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'ils perdent quand même, je ne sais plus, plusieurs centaines de millions d'euros par an, quoi. Donc le modèle économique, c'est aussi autre chose sur laquelle il faut absolument travailler et qui rejoint la stratégie. Alors, bon, on ne va pas parler des stratégies, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux avoir une stratégie quand même de gratuité dans un premier temps, comme le cas de Mythique, et après réfléchir au modèle économique, mais ce que fait Twitter aussi, pour pouvoir faire quelque chose de payant. Parce que le problème, c'est vraiment l'acquisition de clients, quoi. C'est pourquoi les gens vont venir sur ce site-là et comment ils vont le connaître. Si on ne leur dit pas, ils ne peuvent pas savoir. Alors justement, Nicolas, dites-nous les différents axes de communication que vous avez utilisés, ceux les plus rentables et ceux les moins rentables. Alors, j'ai de la chance, je connais quelqu'un qui travaille sur Direct 8, ça va coûter zéro. J'ai eu droit à quelques émissions, et là, j'ai des produits qui sont vendus sur mon site internet, quoi. Donc, bon, ça c'est une chance, ça n'arrive pas souvent. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire du Google AdWords. Parce que je me suis dit, le site est peut-être intéressant. Alors, je vais quand même rappeler ce que c'est Google AdWords. C'est donc Google AdWords, quand vous faites une recherche dans Google, vous remarquerez que les 3 premiers résultats ont un léger fond jaune. Et ensuite, vous avez une colonne à droite. Tout ça, c'est des gens qui ont payé pour être là. Donc, on achète des mots-clés, la personne tape le mot-clé et on apparaît à ce niveau-là. Donc, c'est de la publicité. C'est pas du tout du référencement naturel. Exactement. Il faut savoir sur Baidu, le site chinois, ce sont les 11 produits qui sont payants. Bon, c'est chinois. Donc, j'ai acheté beaucoup de mots-clés. Budget annuel, vous avez imaginé 100 000 euros. C'est-à-dire que j'ai dépensé 100 000 euros. Tout ce qui était vendu sur le site internet, en termes de marge, était réinvesti automatiquement sur le mot-clé. Le référencement le référencement payant, quoi. Voilà, quoi. Ça pendant 3 ans, hein, 100 000 euros chaque année pendant 3 ans. C'est-à-dire 300 000 euros par rapport, je ne sais pas combien j'ai acheté le site au départ, c'était à plus de 1 000 euros peut-être. Allez, on va dire 10 000 euros. 10 000 euros d'achat du site, 300 000 euros déjà d'achat de mots-clés, quoi. Vous avez vu, c'est 30 fois supérieur. À cela, il y a toutes les campagnes dans les pages de magazines. Ça coûte 1 000, 2 000 euros la page, ça dure un mois, X magazine. Bon, je pense que j'ai dépensé dans les, je sais pas, pareil, 100 000 euros sur 3 ans, 150 000 euros sur 3 ans. Donc, tout à l'heure, je disais que Direct 8, c'est intéressant parce que je n'ai pas payé, voilà. Alors, quelle est la rentabilité justement de AdWords?
Alors, rentabilité de AdWords, toujours très compliqué à connaître la réalité de la rentabilité. Je ne vais pas donner d'autres anecdotes après. Mais en gros, un mot-clé, ça coûte entre 20 centimes d'euros quand ça coûte pas cher, 1 euro, dans mon métier à moi. Parce qu'en plus, c'est spécifique à chaque métier. Si on fait des assurances, je sais que le mot-clé est très cher, c'est de 1 à 5 euros le coût du mot-clé. Après, la rentabilité, elle dépend de ce que l'on vend. Donc, de son panier moyen. Si on va faire un colis où il y a 15 euros à l'intérieur, il y a 100 euros. Ça, c'est très important parce que 15 euros, si on a 50% de marge, c'est-à-dire on a 7,50 € pour payer tous les frais de structure. Si on a 100 euros, on a 50% de marge, on a 50 € pour tout payer. Il faut comprendre que 15 euros, faire un colis à 15 euros, c'est-à-dire aller chercher un carton, mettre un colis dans un carton, scotcher, mettre l'adresse, créer la facture, mettre ça en compta, ainsi de suite. Tout le monde oublie de faire ça. On a un site marchand, mais cette partie-là, elle est réelle dans le compte de résultat. Je veux dire, à la fin, ça a coûté tant à l'année. Donc, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, il faut pousser vers le haut le panier, c'est-à-dire qu'il faut avoir un panier le plus important possible. C'est clair, c'est logique, mais en même temps, beaucoup de gens se disent je vends des chips à 1,50 €, mais même si on paye 5 € de frais de port, déjà, bon, il n'y a pas d'acheteurs, et même s'il y a des acheteurs, ça ne sert à rien de faire une facture à 6,50 €. Donc, il faut pousser le panier vers le haut. Voire en changeant son modèle économique, c'est-à-dire en se disant on va rajouter des produits qu'on ne fait pas, ou d'autres marchands qui sont plutôt plus importants, en termes de vente, je sais pas, des vélos, des voitures, des télévisions, des choses, si on peut faire. Après, il y a une différence entre le produit et le service. Parce que le produit, on achète, on vend, le service, on propose, on vend. Et c'est une question de marge. Sur Internet, si on n'a pas un coefficient minimum, à mon avis, de 3, c'est-à-dire si on achète 1 et on vend 3, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que minimum, il faut acheter 10 € pour vendre 30 €. Nicolas, vous m'aviez dit la dernière fois qu'il y a des matins, vous mettiez 2 000 € sur Google AdWords. En fin de journée, quel était le chiffre d'affaires? Ah, d'accord. Nous, on avait 25% en gros de dépenses par rapport au chiffre d'affaires, quand on n'était pas bon. Et après, on est monté à 15%. C'est-à-dire 2 000 €, le soir vous avez 8 000 €, exactement. Ouais. 2 000 € investis, 8 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Et après, quand on était du meilleur, je pense qu'on avait 2 000 € d'investissement pour peut-être 10-12 000 € de chiffre d'affaires. Alors, ça c'est vrai, mais il faut connaître comment il faut faire donc, le référencement, mais dans ce cas, il faut faire appel à des sociétés qui sont spécialisées ou le faire soi-même, mais il y a le coût d'apprentissage. On perd beaucoup d'argent au début, c'est un peu comme au poker, on ne se débrouille pas toujours bien. Ça c'est une stratégie. C'est la première stratégie à avoir pour acquérir les clients, c'est l'utilisation du référencement payant. La deuxième, c'est du long terme, c'est le référencement naturel, bien sûr, qui permet d'aller chercher des clients où cette fois-ci, on ne dépense pas d'argent, mais qui vient naturellement sur le site. Alors, il faut savoir donc, par exemple, sur notre site aujourd'hui, on a environ entre 40 000 et 70 000 visites par mois pour les meilleurs mois. Mais je n'ai pas augmenté aujourd'hui mon nombre de commandes. J'ai fortement augmenté mon nombre de visites, mais j'ai baissé ma publicité de manière très très importante. Donc en fait, vous avez fait glisser au départ référencement payant. On a travaillé le référencement naturel petit à petit, ce qui a permis de réduire le budget en naturel et du coup avoir des marges supérieures. Voilà, alors ça c'est la théorie, qui marche super bien sur le papier. En pratique, il y a plein de paramètres qu'on oublie de dire. Le premier, c'est qu'il faut avoir du contenu. Et du contenu, c'est quel contenu? Donc, ça c'est un référencement naturel, ça fait, c'est contenu bien décrit, avec une façon d'écrire les mots, enfin une densité de mots, ainsi de suite. Mais surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il faut beaucoup de pages. Moi, je me suis rendu compte que quand je crée 10 pages de contenu, ce qui est quand même, pour créer une page de contenu, il faut une demi-journée de travail, quand même, ça prend beaucoup de temps. Peut-être qu'il y en aura une ou deux qui sera bien référencée. Et bien référencée, c'est les premières pages sur les moteurs de recherche. Et j'ai pas beaucoup de mots-clés aujourd'hui qui sont en premier positionnement sur Google. Déjà parce qu'on a un ennemi énorme en tant que marchand sur le web, c'est Wikipédia. Ils ont déjà toutes les premières places, quasiment. Donc il reste la deuxième, la troisième, la quatrième.
Et on sait bien que quand on a la deuxième place, ben, en gros, il n'y a que 30% des gens qui cliquent sur le deuxième lien et probablement que 20% sur le troisième lien. Quand on arrive à la 8e ou la 9e place, plus beaucoup, 7-8% je crois. Par contre, si on est à la 11e place, c'est-à-dire deuxième page sur les moteurs de recherche, et qu'on est 11e, c'est-à-dire premier et la deuxième page, on est plus souvent cliqué que le dernier sur la première page. Et ça, on ne choisit pas de toute façon. Alors, à part le référencement, quels ont été les autres axes? Alors, donc, oui. Nous, on a aussi une stratégie de salon grand public. Donc, comme on fabrique des produits, on les vend sur les salons. On a un catalogue aujourd'hui qui fait 40 pages. Quand même, vous dire qu'on a quand même aussi beaucoup de produits. Hein. Et sur ces salons-là, ben, à chaque fois qu'on attrape quelqu'un, on explique, il peut acheter des produits, il reprend le catalogue. Et très souvent, les gens aujourd'hui rachètent par Internet. Après, on a bien sûr développé aussi les pages Facebook, Twitter. Voilà, bon, je sais pas. Ça, c'est pour la notoriété d'entreprise, un peu pour le référencement. On n'est pas bon sur Facebook, à mon avis. Alors, de toute façon, c'est plutôt parce qu'on ne peut pas faire de vente via Facebook, il ne faut pas rêver. Facebook, ça ne porte pas de gens qui achètent. Pas dans mon cas, en tout cas, c'est sûr. Mais là, on parle avec beaucoup de gens qu'on décide, pas dans les autres cas non plus. Je crois que c'est assez rare. Par contre, ça ajoute sa notoriété puis, pour faire connaître ses produits. Autre stratégie, que je pense là à l'instant, nous, on s'est aussi inscrit sur des places de marché. Une place de marché, c'est Amazon, c'est Cdiscount aujourd'hui, qui proposent, vendent des produits qui ne sont pas à eux, mais qui partent de chez nous. Voilà quoi. Donc, plus on multiplie les places de marché, plus on multiplie sa visibilité en fait. Notamment sur des sites Cdiscount ou Amazon qui sont forcément les sites les plus vus en France. Ça, c'est une chose à ne pas négliger, qui est intéressant, important à faire, parce que ça ne coûte pas très cher. Et c'est ouvert à tout le monde en plus. Si on a des, même, alors pour les services, je ne sais pas si les places de marché pour les services forcément, mais pour les produits, bon, il y a tous les grands places de marché connues, Pixmania aussi, rue du commerce pour l'informatique, aussi, Cdiscount, ça c'est sûr. Donc voilà quoi. J'ai essayé eBay, je n'ai pas réussi à vendre des produits sur eBay. Bon, c'est une idée supplémentaire. Après, il faut aussi avoir quelqu'un pour s'en occuper. Parce que quand on multiplie les places de marché, on multiplie le travail aussi à faire tous les jours. Alors justement, parlez-nous du temps de travail que ça génère. Qu'est-ce que ça représente dans le e-commerce, la logistique, le personnel pour gérer les commandes, pour les traiter, pour répondre, pour donner satisfaction, le SAV quoi. Alors, le temps de travail, c'est compliqué pour moi à répondre sur la globalité parce que c'est fondu dans l'entreprise où on travaille pour tous les autres réseaux. Par contre, déjà, comme je disais, écrire une belle page, c'est une demi-journée de travail. On a un site aujourd'hui, à mon avis, on doit frôler les 3000 pages. Je parle de mémoire, alors je parle de mots-clés référencés sur Google où les gens viennent dessus, ils cliquent dessus, on a plus de 5000 mots-clés. Et ça vient des pages qu'on a créées. Et si vous faites une demi-journée de travail pour 3000 pages, vous regardez le nombre de journées de travail. C'est pour ça que je disais que ça fait quand même 6 ans, plus de 6 ans qu'on travaille dessus. Quoi. Le temps de travail, donc par exemple, c'est aussi, beaucoup de gens ne passent pas commande sur Internet, mais par téléphone. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a le chiffre qui est fait sur Internet, et puis celui où les gens appellent et on vend par téléphone. Le panier moyen fait par téléphone est nettement supérieur que celui qui est fait sur Internet. C'est normal, les gens sont rassurés, ils ont quelqu'un au bout du fil, et puis on leur parle, on leur dit ben, attendez, il y a ce produit-là, il y a celui-ci, donc on vend beaucoup plus. Ça prend beaucoup de temps, parce que je pense que peut-être le temps moyen qu'on passe à 10 personnes, c'est 20 minutes. Hein. C'est clair, hein. Donc bon, on va faire 100 € de vente, 20 minutes. Bon, après, c'est pas comme ça qu'on fait vivre l'entreprise, hein. C'est du plus. Quoi. Le temps de travail, donc je disais, aujourd'hui c'est automatisé chez nous, mais au départ c'était pas le cas, même pas au moins 5 ans. C'est la facturation. Recevoir 30 colis, enfin 30 commandes par jour, c'est créer déjà 30 factures. Mais créer 30 factures, on ne se rend pas compte, mais c'est super bon. 5 minutes minimum par facture, hein. Tel produit, tel produit, tel produit, telle personne, telle adresse, ainsi de suite. Donc, ça prend au moins, nous ça prenait en tout cas une personne sur une demi-journée, tous les jours, quoi. Que pour la création de la facture.
Après, pour faire le colis, ça prend aussi beaucoup de temps. C'est pour ça que ça, ce sont tous des coûts qui ne sont pas négligeables. Parce qu'un colis, ça prend 5, 10, 15, 20 minutes, hein, si on se peut faire, ton produit. Surtout pour s'il n'y a que 60 € de commande et qu'il faut passer 15 minutes à faire un colis, c'est pas hyper rentable. Il ne faut pas oublier que c'est la marge qui paye les frais fixes. Hein. Donc, s'il y a 60 € de vente, 30 € de marge, avec ces 30 € de marge, il y a déjà 15 minutes qui partent pour payer quelqu'un à faire le colis. À la fin, il reste de moins en moins. Les coûts que l'on a aussi, on oublie souvent les cartons. Pour rajouter les cartons, plus cet emballage, et puis les frais de transport. Parce que nous, on a deux cas, hein. Il y a le franco au-delà de 65 €, et en deçà. Alors en deçà, on ne se soucie pas des transports, ce sont les consommateurs qui payent les transports, donc ça ne fausse pas la marge. Par contre, au-delà de 65 €, il ne faut pas oublier que si on avait par exemple 30 € de marge sur 65, il faut déduire le frais de transport. Après, aujourd'hui, il n'y a pas que la Poste. Heureusement, ça ne fait pas très longtemps, mais avant, il n'y avait pas le choix. C'est la Poste, avec des prix très négociés, c'est qui décide du prix, et cette de remise par rapport au nombre de colis qu'ils ont fait par jour. Voilà pour à peu près, je ne sais pas si ça éclaircit un peu pour les... Tout à fait, par contre, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, mais je sais, on n'a pas parlé de fidélisation. Oui, la fidélisation. C'est le moyen de communication le plus rentable. Parce que du coup, il n'y a pas de frais de... On a le client, il suffit de trouver des astuces pour le refaire consommer, et là, on est pleine marge. Oui, toujours la théorie. La théorie, bien, ben justement. La fidélisation, déjà, ça passe par les newsletters, qui est envoyé. Chez nous, on n'est pas très régulier cette newsletter, c'est entre 15 jours et un mois, donc au moins une fois par mois à 2 fois par mois. À cela, on met toujours un code promo, ne soit tout petit, mais au moins pour voir le retour des gens en termes de panier, en termes de vente. C'est ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas les gens qui reviennent sur le site, mais ceux qui achètent. Donc ça, c'est le plus facile à mettre en œuvre. Et après, en termes de fidélisation chez nous, alors on travaille beaucoup sur le contenu de notre site. C'est ça qui fait que les gens sont fidèles, en fait. C'est par rapport à ce qu'on apporte à côté, pas par rapport au produit, mais par rapport au contenu. Et d'autres choses qu'on a mis en place, mais ça fonctionne de manière moins bien, bon, on a le parrainage, qui permet donc là cette fois-ci d'avoir de nouveaux clients ou de parrainer autour de soi. Sinon, je ne vois pas quelles sont les autres choses qu'on a en place pour la fidélisation. Bon, c'est tout. Mais peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à d'autres outils pour être plus performant, justement. Je vois que... Merci de ce précieux témoignage. Je vois qu'on termine un petit peu ce petit 28 minutes qu'on avait formaté ensemble. On va vous offrir une page de pub, parce qu'on n'est pas gratuite, mais enfin, on est au Numérique Day, c'est la première fois. On connaît un peu mieux le e-commerce. Par contre, peut-être nous présenter votre produit. Alors là, Bernard, toi, c'est relaxation nuit sereine. Parce qu'en plus, ils trouvent le temps d'inventer des produits, de les concevoir, de les mettre au point, de réfléchir au packaging. Et puis après, on vous donnera 2 minutes également pour nous parler de ce qu'il écrit en plus. Il a écrit un livre, 20 super fruits pour votre bien-être. Donc, je trouvais ça également sur Internet. Il est fort bien référencé, le bouquin. Dès qu'on tape un mot, on revient sur le livre, on revient sur le site, ou on revient sur le produit. Enfin, je comprends maintenant, 5000 mots, pourquoi. C'est pas vous. Donc, je pense qu'on a à peu près 300 produits différents en référence aujourd'hui. En voici un, donc celui que j'ai pris au hasard tout à l'heure, je n'avais pas prévu. Donc, celui-ci, c'est pour mieux dormir. On fabrique donc des produits de phytothérapie, donc c'est-à-dire des produits à base de plantes médicinales, toujours liés à une allégation spécifique, c'est-à-dire un produit tonique, un produit là, contre les gens qui ont du mal à dormir, un produit pour mincir, pour les dames principalement, puisque c'est ça qui achète surtout. Après, nous avons donc des produits aussi pour les problèmes d'articulation, voilà quoi. Une belle bougie, par exemple, pour ceux qui ont venir après. Voilà. Donc, ça, c'est une première gamme de produits. Aujourd'hui, on a 7-8 gammes de produits. On est en train de sortir, par exemple, nos chocolats sans sucre, et sans sucre ajouté du tout, c'est-à-dire qu'on a remplacé le sucre par ce qu'on appelle du xylitol, c'est un polyol, qui non seulement évite donc, la montée de la glycémie dans le sang, mais en plus il est anticariogène et qui fait croire aux bactéries que c'est le sucre qui les piège et qui va éviter donc, que les bactéries se multiplient. Donc régulièrement, on arrive à sortir une gamme de produits par an, ce qui est assez important en termes de contribution innovante, quoi. On a quand même aussi de nombreux produits qui sont les seuls en France à faire, puisqu'on a les fruits aux extraits de plantes. Donc l'idée était la suivante, d'avoir une ampoule qu'on met dans un verre
on met de l'eau et on boit, bah, la quantité de l'ampoule, on le met dans le fruit. Donc, nous sommes les seuls à faire ça à ce jour. Nous avons aussi donc, cette gamme de produits, nous sommes les seuls à faire, c'est-à-dire des concentrés de plantes avec des concentrés de fruits. Le fruit, c'est pour le bon goût, renforce aussi l'efficacité des plantes, et les plantes, c'est pour l'efficacité. Dans les choses très spécifiques, on va sortir aussi donc, des pâtes de fruits sans sucre aussi. Voilà. Après, donc, j'ai sorti un livre qui s'appelle Les 20 super fruits. Alors pourquoi? Tout simplement, on est devenu aussi le plus gros importateur en Europe de têtes goji bio. C'est un peu le hasard, hein. C'était pas prévu, puisqu'un jour je reçois un petit carton d'échantillon 10 kg que j'essaye de vendre, il faut 2 mois pour les vendre, donc je n'étais pas très fort à ce moment-là. Aujourd'hui, on vend 30 tonnes à l'année à peu près. Donc, on fournit aujourd'hui, on est référencé nationalement avec Biocop, aussi en grande distribution. On fournit aussi beaucoup d'industriels qui après vendent. C'est mieux que le bureau, hein. Alors la pédagogie, c'est un produit qui vient de Chine, exclusivement. Alors il faut savoir que c'est officiel, on le dit, on a fait des plantations, on a des plantations dans le sud-ouest, à côté de Sainte-Livrade. Mais jusqu'à présent, donc, ça vient seulement de Chine. Ça pousse à une certaine altitude, au moins à 2000 mètres d'altitude, il y a 3 régions qui le produisent. Et c'est beaucoup utilisé en médecine chinoise. Donc depuis aussi 2008, il y a une grande engouement en France et en Europe pour ce produit-là. Donc nous, on s'est très bien positionné. Notamment, on s'est beaucoup acheté pour son côté antioxydant. Donc le livre, celui-là, donc ça va traiter donc, de 20 super fruits, donc ça permet de découvrir d'autres fruits que l'on ne connaît pas forcément. Alors des fruits qui sont très connus, hein, comme la date que l'on connaît, mais ça peut être l'acai, par exemple, qui pousse au Brésil, que je ne connais pas, la cérola, petite cerise très riche en vitamine C. Voilà, donc j'ai co-écrit celui-là avec quelqu'un qui n'est pas sur la couverture, qui s'appelle Ronald Marie, qui lui est spécialisé sur l'écriture des livres dans la santé. Il va être temps de vous remercier. C'est un bon petit moment ensemble. Peut-être nous offrir une conclusion. On connaît mieux votre entreprise. C'est vrai qu'autour d'Agen, dans l'agglomération, il y a des entreprises comme ça, peut-être un petit peu discrètes sur le secteur, mais qui se développent au niveau national et international. Parce que j'ai vu que vous exportiez dans beaucoup de pays. Hein. Donc le e-commerce peut-être aussi permet de faire du référencement, faire connaître peut-être son produit. Votre premier métier, c'est, vous venez surtout de nous l'expliquer, ça c'est votre savoir-faire. Le e-commerce a été un moyen, surtout je crois, de savoir-vendre et développer votre entreprise. Le temps de la conclusion. Merci. En conclusion, je pense qu'il faudrait donner l'adresse du site, ce qu'on n'a pas fait. Exactement, ouais. Donc, je vous recommande d'aller voir le site, pas parce que c'est mon site, mais je crois qu'on l'a bien fait quand même. C'est www.espritsanté.com, il n'y a pas d'accent sur Esprit Santé. Alors vous avez pu remarquer, j'ai aussi un nom de site différent que les noms de marque, différent que les noms d'entreprise, c'est volontaire. Parce que Esprit Santé aujourd'hui, qui est le site de l'entreprise, peut demain représenter tous les produits que l'on veut. Voici la réflexion. Autre chose qui est importante, j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce qu'on parle toujours de coût d'acquisition du client qui est difficile, très cher. Aujourd'hui, on est chez Carrefour, quand même, donc 9 références à ce jour, 10 références supplémentaires à partir de janvier. Comment Carrefour nous a découvert grâce à notre site. Donc ça, il faut le dire, on ne sait pas, c'est moi Carrefour, 120 000 euros de chiffre d'affaires la première année, ça va passer à 200 000 euros. Voilà, donc ça fait partie des dépenses que l'on a, et puis en face, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir comme client, mais bon, qui aurait pensé que Carrefour devienne client pour nous, lié à notre site internet. Quoi. Mais leur carte bleue passe pas, ils commandent trop, non? Donc voilà, pour les conclusions, je voulais dire aussi autre chose que je oublié. Vous avez peut-être des questions? Ah oui, est-ce que vous avez des questions bien spécifiques, par exemple, je peux ouvertement répondre sur les dépenses, sur ce qu'on a pu faire, sur le travail. Bon, le travail, ça se fait toujours à deux, hein. Une société et, qui fabrique des produits, qui les vend, et puis une société aussi de conseil et qui fabrique le site, qui permet aussi la réalisation. Hein. Mais je voudrais préciser que Nicolas Auger a été un excellent vendeur sur Internet parce qu'il a trouvé des astuces qui m'ont bluffé. Je vais vous raconter une petite anecdote toute bête, mais qui cartonne, et là c'est l'intelligence du chef d'entreprise. Émission de télé qui commence à 21h, qui finit à 23h, qui parle du goji. Ben, pendant l'émission de télé, Nicolas, avec
avec le programme télé, c'est repérer toutes les émissions télé sur la santé, sur ses produits, sur le goji, sur la date, je sais pas. Et pendant l'émission, il a acheté les mots-clés sur Google AdWords. Juste derrière l'émission, on remplit la caisse. Voilà, petite anecdote, l'intelligence du vendeur qui voit l'environnement. Mais tout ça, c'est pas prévu, hein. J'ai appris avec le temps, personne ne l'a dit, quoi. C'est clair. Non, et c'est pas moi qui vous l'aurais dit parce que je n'avais pas pensé. Parce que je regarde pas la télé. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a bien des questions quand même. Ils sont timides. On n'est pas nombreux, c'est facile. Technique en fait, quand on achète les mots-clés, souvent après l'émission, en prévision de la fin de l'émission, le mot-clé on l'achète pour un temps déterminé ou on l'achète pour... En fait, l'avantage de Google, ce qui est bien, c'est que les solutions toujours offertes par Google sont très ouvertes. C'est très maniable. Là, on peut démarrer une campagne et se dire dans une demi-heure, j'arrête. Voilà quoi. On clique et après on va cliquer quoi. Tout simplement la campagne. Donc c'est très facile. On choisit. En fait, c'est un système d'enchères. Si on va être devant les autres, il faut mettre plus d'argent. En résumé, la notion d'argent sur Google, on dit je mets X euros pour la jour par jour. C'est ça la monnaie. Je mets 10 euros par jour. À 5, c'est par jour. Et selon l'enchère qu'on obtient, selon le moment, en fait avec 10 euros, on a peut-être 20 visiteurs, on n'en a peut-être que 15. Il faut arriver à répartir ces 10 euros sur la journée, enfin même la concentrer, dire je mets 10 euros pour 2 heures. Des fois on les dépense, des fois on les dépense pas parce que peut-être qu'il n'y a pas les recherches correspondantes à ce moment-là. Voilà. Mais généralement on raisonne X euros par jour. Oui, parce qu'en fait il faut mieux budgéter. Sinon on peut dépenser à 100 000 euros. Hein. Ça va être plus vite. Pour compléter votre formation, le 21, là, oui, aussi, là, tout à fait. il y aura que l'académie qui va descendre pour première fois à Agen. Donc le matin, ils vont faire de l'information-formation. Donc là, toutes les questions que vous les posez, c'est le moment, hein, parce qu'on ne va pas les avoir tous les jours. Donc il faut aller leur poser les questions en direct. Et des fois, ils sont un peu réticents à répondre. Donc il faut insister un petit peu. Après, bon, une des stratégies à avoir, c'est plutôt acheter des mots-clés qui ne sont pas chers. Une stratégie de long train. On achète un mot-clé ou un groupe de mots-clés où il y a peu de gens qui vont acheter ce mot-clé, donc ils ne vont pas coûter cher. Moi, j'ai des mots-clés encore aujourd'hui qui me coûtent 10 centimes d'euros parce qu'il y a 0 concurrent. Voilà quoi. Et après... je voudrais préciser ce qu'on appelle un mot-clé. Maison T4 avec balcon à Agen, c'est un mot-clé. Par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui tapent. Mais par contre, celui-là, s'il est tapé, c'est super ciblé. Comme vous êtes très nombreux, on n'est pas très nombreux à l'avoir acheté parce que c'est un peu compliqué, belle enchère, elle est ridicule. Mais par contre, si on en attrape 2 dans le mois comme ça, on lui fait visiter l'appartement qu'on a, enfin, ou la maison de T4 parce qu'on est super ciblé. Et là est tout le travail. Et sur une séquence de mots-clés comme ça, au lieu de jouer sur le contenu. Hein. Oui, clair. Vous avez acheté plein de mots-clés sur la cigarette électronique, alors non, parce que j'ai vu non, pas du tout, parce que j'ai vu des articles sur votre site, fort intéressants, et je me suis dit, tiens, pourquoi des articles sur la cigarette électronique? Alors quand c'est un site sur Esprit Santé, que je continue à penser que la cigarette électronique est nettement meilleure pour la santé que la cigarette, on a publié, parce qu'on a une section, on a appelé ça le journal bleu, les actualités, donc un long article dessus, qui est une succession d'articles de la presse quotidienne, le Figaro, le Monde, etc., qu'on redivise, nous, dans un certain nombre de champs, pour éviter ce qu'on appelle du dupliquer du contenu, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de copier exactement les mêmes articles qui sont ailleurs. On cite les sources tout le temps, parce que c'est pas moi qui ai écrit, donc dans ce cas précis, hein, des fois on écrit mais pas cet article-là. Donc on dit, ben voilà, le Monde, ils ont écrit ça, le Figaro, ils ont écrit ça, et on crée comme ça notre article dans ce qu'on appelle le journal. Alors là, par contre, on arrive à avoir beaucoup de gens qui viennent visiter ces articles-là, et ce sont, à mon avis, des gens qui sont arrivés sur notre page du site et qui sont intéressés par ces articles. Les articles, je n'arrive pas à les faire remonter aujourd'hui dans les moteurs de recherche. Voilà, puis après, je vous invite à aller voir le site, hein, il y a des quiz, il y a des petites questions pour les enfants, que je me suis amusé, il y a des tests,
beaucoup d'informations sur la santé. Oui, encore une petite précision tout à l'heure, dans les stratégies que l'on a pour bien faire connaître son site, j'ai oublié de dire, c'est qu'on a 6 blogs, ce qui n'est pas négligeable en fait. Chaque blog ont peut-être plusieurs sorties, mais notamment une très importante, et le blog qui va vers le site Esprit Santé. Le site Esprit Santé n'a aucune ouverture vers l'extérieur, c'est une volonté de ma part, c'est-à-dire que si vous me demandez « Ah, mettez-moi un lien de votre site vers votre site », je ne le ferai pas parce que je suis parti du principe, je n'ai jamais déroger à la règle, tout simplement c'est pour ne pas perdre le client. Parce que vous savez, c'est très volatile, hein. On va sur internet, on regarde un truc, on regarde autre chose, et puis après on oublie le site en question. Donc ça c'est un choix. Et 6 blogs, sachant qu'on a 2 blogs, nous sommes numéro 1 en termes de référencement sur Google, quand on tape certains mots-clés, hein, je pense GoGibio, puisque pour le GoGibio, voilà, je suis le plus gros importateur en Europe, donc j'avais intérêt à être premier. Quasiment impossible à faire avec mon site internet, hein, même si on est en bas de la première page, on ne peut pas remonter parce que le site n'est pas assez spécifique, il traite de trop de choses différentes. Donc on a un blog comme ça qui a, je sais pas, 300 pages peut-être différentes, qui traite que du GoGibio. On a pareil pour le VisitCode que je parlais tout à l'heure dans le chocolat, nous sommes aussi, alors on est numéro 2 puisqu'il y a Wikipédia devant. Voilà, donc dès qu'on tape VisitCode, on tombe sur nous. Et ça, c'est, je ne suis pas allé voir une société de référencement à Paris qui vaut super cher. Hein. On a créé un blog, on a bien écrit le contenu, les mots-clés, il y a quelques règles, hein, mais dans ce cas, vous demandez à Stéphane, on regarde les règles, on les applique, et ça marche assez bien. Vous disiez tout à l'heure que vous repreniez des articles de la presse que vous agglomérez en fait, et vous citiez les sources. Ok, mais est-ce que le fait de citer les sources vous suffit juridiquement par rapport au... Oh, il y a un risque juridique là. Bah, il y a un risque quand même, parce que des fois la source, ils aiment bien quand il y a un lien pour aller vers leur site. Je suis d'accord. On verra le... C'est une évaluation des risques. Voilà. Combien ça coûte de se faire... Bien sûr, ça fait partie. Après, c'est... Le risque est peut-être moins cher que de Tout à fait. Que le bénéfice. En plus, je mets toujours en avant que des articles qui sont très militants, que je trouve pas. Par rapport à dernièrement, il y a un problème, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit là, ces jours-ci, par rapport à la planète, mais il y avait quelque chose vraiment, je trouvais, on ne fait pas assez attention à ça, quoi. Donc bon, je vais dans le côté plutôt militant et j'utilise le contenu donc, de notre journal qu'on a sur notre site pour pouvoir indirectement militer sur certaines choses, quoi. Notamment tous les problèmes de pesticides parfois. Alors je n'en dis pas trop non plus parce qu'il ne faut pas non plus que ça m'évite de vendre des produits. C'est toujours ça le problème, quoi. Il faut toujours que je finisse, mais bon. Après, l'avantage que ça soit cité par des grands quotidiens, c'est bon. C'est bien cru par les gens qui lisent, quoi. Quel est l'intérêt commercial pour vous de publier un article, j'ai ça sous les yeux, qui incite les hommes à faire le ménage, ce qui les rendrait heureux? Je suis en train de découvrir ça sur votre site. Et vous vendez quoi derrière? Alors, là, il y a un autre objectif en fait. Le problème, c'est le flux de visiteurs. Augmenter le flux de visiteurs, c'est aussi augmenter son nombre de ventes. Parce qu'aujourd'hui, la personne est arrivée dessus sur le site, va lire cet article, bon, elle va aimer, pas aimer, je ne sais pas quoi, puis peut-être va rebondir sur notre article, puis va aller après voir sur une page sur les plantes, par exemple, je ne sais pas, l'AubéPi, qu'est-ce que c'est, parce qu'elle a entendu parler que sa grand-mère utilisait l'AubéPi, puis ainsi de suite, puis tout doucement, on va arriver sur le produit, quoi. En fait, il ne faut pas se dévoiler la face. Hein. Moi, mon modèle économique, ça fonctionne que si je vends des produits. Donc voilà. Après, voilà, j'utilise la gratuité sur... je mets en avant des articles, hein, du contenu gratuit pour faire venir des gens. Tout à l'heure, je dis la prochaine évolution du site, hein, c'est sûr que je vais le faire quand je ne sais pas encore, et c'est la place de marché. Donc nous, on va devenir aussi place de marché, c'est-à-dire qu'on va proposer des produits dans mon domaine bio, à mes concurrents, mes confrères, quelqu'un qui fait des pâtes bio, j'en fais pas, voilà. L'intérêt, c'est le même. Quel est l'intérêt que je propose à mon concurrent de venir sur mon site? C'est ça la question. C'est augmenter le trafic, augmenter le nombre de visites pour qu'un jour ils puissent acheter autre chose. Après, ça me permet de récupérer aussi les clients directement. Hein. Donc, même si ça passe, qu'il achète le produit du concurrent, il vaut mieux que ce soit le produit du concurrent qui achète chez le concurrent directement.
Donc le but, c'est avoir le maximum, augmenter le flux de visite. En fait, ce que tu vas chercher Facebook, hein, dans un premier temps, et ce que tu cherches Twitter aujourd'hui, c'est d'abord d'avoir le fichier client le plus important du monde, et après ils vont se dire comment on fait pour monétiser. C'est pareil. Tant qu'on n'a pas de visite, ça ne sert à rien de se dire quel est le modèle économique qu'il faut avoir. Il faut déjà avoir beaucoup de visites sur le site, et après on se pose la question du modèle économique. Et j'insiste de nouveau parce que c'est vraiment important, il faut vérifier la marge que l'on a. Il ne faut pas se dire ça, par contre, on verra ça dans quelques années. Soit on a un gros budget et puis on voit la marge plus tard, ou alors on va voir la marge. Vous avez testé les modèles de faire du référencement, de la promotion de votre produit par les communiqués de presse? Alors sur le site Esprit Santé, oui, j'ai fait déjà. J'ai fait dans certaines presses spécialisées comme Écolomag, par exemple, très spécialisées sur l'écologie. Ça n'a pas bien fonctionné. Il n'y a pas beaucoup de retours. Et là, c'est un peu comme Facebook, on achète plutôt de la notoriété. Les gens vont venir sur le site, vont regarder un peu tout le site, mais ne vont pas forcément acheter. Ce qui reste le plus impactant en termes de vente, ça reste quand même les mots-clés acheter. Parce que je crois, je ne sais plus, 65% des gens qui veulent acheter un produit cliquent volontairement sur, mais sur les liens commerciaux. Et seulement 35% dans la partie coûteuse. Je vous remercie une nouvelle fois. Vous êtes notre grand témoin de ce premier Numérique Day. Merci à Stéphane également. Merci à vous d'être venu. Et puis, on dit. Et merci à Nicolas de nous avoir offert cette intervention. Ouais, c'est super sympa. J'ai passé une bonne nuit. J'ai pas eu besoin de reprendre le lit. Je me suis bien endormi. À très vite. À très bientôt. Merci. Bonne soirée à tous.